Alors, en tout cas, il y a cette question de la mobilisation qui se pose, mobilisation peut-être obligatoire. En tout cas, les Russes redoutent une nouvelle campagne. À Moscou, vous allez voir ces images où on voit fleurir un petit peu partout des affiches pour essayer d'inciter les hommes en âge de combattre à s'engager. Les primes, d'ailleurs, pour partir au front atteignent des sommes records. Ça peut aller jusqu'à plus de 50 000 euros par an, ce qui est quand même colossal. Gallagher, Fenwick, est-ce que cette mobilisation va prendre? Est-ce que les Russes sont inquiets? Alors, non et oui. Si vous voulez, c'est une preuve supplémentaire du fait que le mythe qu'a essayé de vendre la propagande poutinienne, celle d'une nouvelle grande guerre patriotique, ne suscite pas d'élan, d'enthousiasme au sein de la population. Poutine a essayé d'activer plusieurs leviers, celui de la masculinité, si tu ne te bats pas, tu es une femmelette, l'histoire, la grande guerre patriotique, la religion, avec l'idée d'être engagé dans une sorte de lutte métaphysique, celle du bien de la Russie contre le mal, le néonazisme ukrainien. Pareillement, ça ne fonctionne pas. En revanche, ce levier-là, celui de l'argent, oui, il fonctionne, ça marche, ça fait venir des gens, parce qu'il faut, et vous l'avez souligné, quand même se représenter ce que ça représente. Ces sommes, elles sont absolument colossales pour une famille pauvre et qui vit très loin de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Donc voilà, on voit ces différents dispositifs qui se poursuivent. Sur l'idée d'une mobilisation totale, ça, il en est hors de question. Et Poutine sait que il se rapproche de sa fin s'il venait à déclencher quelque chose de cet ordre-là. Donc vous avez une mobilisation secrète qui se poursuit aussi par différents moyens. La mobilisation secrète, c'est quand des personnes qui sont contrôlées pour des délits mineurs se retrouvent mis dans un panier à salade et envoyés en direction du front. Voilà. Ouais. Donc vous mobilisez pas des centaines de milliers de personnes comme ça, mais vous avez à grappiller quand même des milliers ici et là. C'est compliqué. Ils visent aussi les chômeurs. Les chômeurs, effectivement. Il y a tout comme ça, il y a toute une sorte tout un tas de stratagèmes qui se sont mis en place pour gonfler les rangs, parce qu'il faut toujours rappeler que la totalité du premier outil qui a été déployé en février 2022, il a été mis hors d'état de combattre par les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont effacé du champ de bataille la totalité des êtres humains qui avaient été engagés par la Russie à partir de février 2022. Mais ce qu'ils ont sous-estimé, et ça, l'ancien chef d'état-major, Valéry Zaloujny, quand il a eu ce moment d'expression publique qui était assez phénoménal, assez inédit et assez rare, et qui lui a été demandé « Est-ce que vous avez commis des erreurs ?» Il a dit franchement « Oui, il y en a une. J'ai complètement sous-estimé la capacité russe. » Et pourtant, il les connaît bien. Oui. On parle de Koursk. Les grandes leçons qu'il faut tirer aussi bien de Stalingrad que de Koursk, c'est une capacité à encaisser, pardon l'expression, des pertes humaines en quantité pharaonique, industrielle, soviétique. Et donc Poutine dit on renvoie. Cela dit, attention, le réservoir humain, qui est la profondeur stratégique de la Russie, il n'est pas infini. Et quand on parle de ce problème du côté russe, il faut aussi en parler du côté ukrainien. Bien. Ce sujet, il est aussi réel du côté de l'Ukraine. Et c'est un des paramètres, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui fait que le calcul entre Pokrovsk et Koursk, il n'est pas si simple que ça. Oui, le sujet de la matière humaine de ces soldats est déterminant. On va regarder avec vous, Catherine Gentil, mais ces incitations, notamment sur les chômeurs qu'on évoquait. Mais si au deuxième emploi refusé, vous n'avez pas accepté, tant pis pour vous. Désormais, tous les candidats masculins sont envoyés pour un entretien au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, quelle que soit la raison pour laquelle ils postulent. Oui, alors bon, j'imagine qu'ils vont tout de suite prendre le premier emploi qu'on va leur proposer pour tellement ils veulent éviter d'aller se battre. Et puis d'autre part, il n'y a pas beaucoup de chômage en fait en Russie, donc ça va pas être c'est pas un réservoir de combattants énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est de souligner ce que disait Gallagher à l'instant, c'est-à-dire que des deux côtés de la frontière, ils se retrouvent un peu dans la même condition concernant le nombre d'hommes qui vont se battre, qui acceptent d'aller se battre. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus le temps passe, et moins ils ont de candidats. En Ukraine, on se souvient, au début de la guerre, il y avait eu tous ces volontaires. On se souvient des images où ils faisaient carrément la queue pour entrer dans le bureau de recrutement. Maintenant, tout ça, c'est fini. C'est l'effet lassitude ? C'est l'effet de lassitude. C'est effectivement aussi, sûrement, côté russe, ils ne voient pas bien pourquoi ils iraient mourir pour le Donbass. Franchement,
toute la rhétorique du Kremlin sur nous défendons nos frères russophones tellement maltraités par les nazis de Kiev, c'est pas... ça ne reçoit pas un écho... que ça ait soulevé un enthousiasme complètement fou. Là, on se rend compte que même avec des troupes ukrainiennes sur le sol russe, il n'y a pas eu non plus une série incroyable de volontaires. Et puis, côté ukrainien... ce que me racontait un médecin qui va régulièrement justement soigner des combattants en Ukraine, c'est que maintenant, dans toutes les villes d'Ukraine où vous alliez, vous voyez des hommes amputés. Donc, il y a énormément de blessés, grièvement blessés, et que, évidemment, au bout de 2 ans, vous vous dites, est-ce que finalement, ce ne serait pas le moment de trouver une solution ? Alors, pour l'instant, je crois que les derniers sondages disaient qu'il y avait 45% des Ukrainiens qui étaient d'accord pour une négociation avec la Russie, donc ça veut dire toujours que ce n'est pas la majorité, mais ça s'en approche, en tout cas, oui. Voilà, par rapport à avant. Et donc, des 2 côtés, il y a ce phénomène de lassitude, et puis le fait qu'on n'a pas envie d'aller mourir, donc, et dans des conditions, en plus, on l'a su avec les batailles de Bakhmout et les autres, des conditions absolument atroces. Donc voilà, c'est le défi que doivent relever à la fois les Russes d'un côté, les Ukrainiens de l'autre, en fonction de ce qui va se passer sur le front. Ça peut changer la donne, ça, plus que, par exemple, les moyens financiers, les moyens logistiques, l'armement, presque, j'allais dire, ce manque de main-d'œuvre qui est en train de se dessiner de part et d'autre. Oui, l'aspect démographique est toujours très très important, tout part de là. Et la population russe, de toute façon, décroît. Indépendamment de la guerre en Ukraine, elle décroît. Poutine a laissé partir un certain nombre de gens, des opposants. C'est sa politique. Un opposant, soit il part à l'étranger, soit il va en prison, soit on le tue. C'est assez simple. Donc effectivement, ils partent. Un opposant déclaré, je veux dire. Et puis, pour ceux qui sont restés ou qui n'avaient pas les moyens de partir, moyens financiers ou système relationnel, eh bien effectivement ils essaient de faire comme ils peuvent pour échapper à l'armée. C'est plus facile en milieu urbain à Moscou, à Saint-Pétersbourg que dans les campagnes ou dans les républiques périphériques de la Fédération de Russie. En Ukraine, il y a également un phénomène d'émigration qui est très important. Il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont partis. Dès le début de la guerre. Dès le début de la guerre, et d'ailleurs qui ont été bien accueillis dans les pays d'Europe occidentale, et qui d'ailleurs ont tendance à s'intégrer. On n'est pas sûr qu'ils repartent une fois la guerre terminée. Donc c'est aussi un problème démographique pour l'avenir de l'Ukraine. Est-ce que cette fatigue peut conduire à la négociation? Bien sûr, du côté ukrainien, on a, Catherine a dit, ce sondage qui dit que 46% des Ukrainiens seraient favorables à une négociation. Mais quelle négociation? Poutine, jusqu'à présent, n'a été favorable à une négociation qu'à ses conditions. Et ces conditions, c'était la reddition de l'Ukraine. Aujourd'hui, il est plus favorable à rien du tout, puisque effectivement, il considère que le fait que des troupes ukrainiennes soient sur le territoire russe empêche toute négociation, même celle qui devait avoir lieu à la fin du mois à Doha, et qui n'était que sectorielle. Il s'agissait simplement, ce qui était très astucieux d'ailleurs, de convenir de ne plus bombarder les centrales électriques, de ne plus bombarder l'infrastructure énergétique et électrique des 2 pays. Eh bien, c'est fini, on n'en parle plus, on en reparlera sans doute dans quelques mois, mais la négociation, elle n'est pas prête d'aboutir. Moi, je ne suis pas sûr que cette guerre soit fondamentalement territoriale. C'est une guerre sur les principes mêmes. D'ailleurs, Zelensky le dit, pour nous, c'est une guerre existentielle, alors qu'elle ne l'est pas pour la Russie. C'est l'existence de l'Ukraine en tant que pays occidental, avec un mode de vie occidental, qui est en jeu. Et pour ça, effectivement, eh bien, il faut que la négociation ne pourrait se dérouler que si le rapport de force était rétabli en faveur de l'Ukraine.